Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai pas mal parlé de la peur dans le podcast, j'en parle aussi en newsletter, j'en parle sur Instagram. C'est un sujet qui, je pense, fait partie intégrante de nos vies. Et je pense qu'il n'y a pas, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai la sensation que dans une journée, on a peur au moins une fois. Ça peut être une petite peur, ça peut être une moyenne peur, ça peut être une très grande peur, peu importe ce qu'on vit, la manière dont on le ressent. Il y a toujours quelque chose qui va nous effrayer et je pense que c'est quelque chose qui est complètement humain, c'est complètement naturel. La peur, elle s'explique par l'inconnu. Elle s'explique par l'inconnu parce que quand on ne sait pas quelque chose, forcément, on se dit, en fait, j'y connais rien, c'est le vide absolu, la page blanche, je ne sais pas du tout à quoi je vais être confrontée, donc ça m'effraie. Et en plus de l'inconnu, il y a, dans certains cas, un peu ce syndrome de l'imposteur qui intervient. Et la peur, en fait, on va la catégoriser alors comme la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être capable de faire les choses, la peur de tout simplement de ne pas être capable d'affronter cet inconnu, de se dire que voilà, juste en fait, on ne sait pas faire, donc si on ne l'a jamais fait, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de le faire. Et c'est un petit peu sur cet angle-là, en fait, que j'avais envie de l'aborder aujourd'hui. Parce que, en fait, aujourd'hui notamment, où j'enregistre ce podcast, j'ai eu peur. Plein de fois, j'ai eu peur. Et en fait, je me suis rendu compte de l'évolution en fait qu'il y avait eu dans le discours que j'ai vis-à-vis de moi-même et à moi-même, vis-à-vis de la peur et vis-à-vis de ces peurs, versus le discours que je pouvais avoir avant, ou alors l'absence de discours que je pouvais avoir avant. Euh, alors c'était des petites peurs, c'est la peur d'utiliser une voiture électrique alors que j'ai jamais utilisé une voiture électrique, la peur je sais pas, de conduire à gauche plutôt qu'à droite, la peur de juste je devais aller chercher par exemple une commande je sais pas si vous connaissez ça, moi je découvre la vie urbaine. Devoir aller chercher une commande dans un casier Ikea, typiquement le truc que je ne savais absolument pas que ça existait. Et en fait, je me suis dit, mais on est dimanche, le magasin il est fermé, j'ai un code, ok, mais je sais, on parle d'un numéro de parking, etc. En fait, je ne sais pas du tout où je vais et clairement, je dois prendre une voiture que je connais pas. En plus, suivre tout un processus que je connais pas. Je dois aller chercher ce colis quelque part que je ne connais pas. Je dois ouvrir un casier et je ne sais même pas où est ce casier. Je dois mettre un code, mais je ne sais même pas où est-ce que je dois mettre ce code. Je suis toute seule, je ne sais pas du tout si je vais m'en sortir. Et en fait, je, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais paniqué par rapport à cette situation. En fait, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, je vais pas le faire, c'est trop dur, je ne sais pas faire, en fait. Je ne sais pas faire, ça me panique, ça me fait trop peur. Et en fait, j'aurais eu cette réaction en fait, juste de me laisser dominer par ma peur et de pas faire la chose. Dans l'absolu, en fait, pour le coup, j'avais pas vraiment le choix. Après, j'ai envie de dire, on a toujours le choix au sens où, bah voilà, tant pis, j'aurais laissé ma commande et puis point barre. Mais je l'aurais vécu, clairement, je l'aurais vécu comme un échec parce que j'estime que ça doit pas être compliqué. Enfin, ça ne doit pas être si compliqué que ça si le processus existe et si des milliers de personnes le font, en fait. Pourquoi moi, je serais pas capable de le faire? Et je me rappelle, enfin, tout à l'heure, je me disais, mais en fait, t'as conduit une 8 voies à Dubaï avec une voiture que tu connaissais pas, dans une ville que tu connaissais pas, sur un 8 voies. Tu en es très bien sorti, tu connaissais pas. Bref, vous voyez, vraiment ce truc de mettre en fait en corrélation des choses qu'on a réussi à faire à un moment et qui nous paraissent quand même dans l'absolu un petit peu plus challengeantes et un petit peu plus effrayantes que ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Mais dans certaines circonstances, dans certains domaines aussi, on va vraiment se sentir complètement incapable et impuissant. Et je parle de domaine notamment parce que moi, je suis quelqu'un de très créa, de très littéraire, de très langue, etc. Vous me mettez devant un problème vraiment classique de mathématiques, un truc de CM2, je panique totalement. L'administratif, je panique, toutes les choses, enfin, toutes ces choses-là, je panique et je le vois, je le sens. Plus
le temps passe, plus j'ai une résistance, mais une résistance énorme. C'est-à-dire que cette résistance, je la matérialise sous la forme d'un mur. C'est-à-dire que, par exemple, si, quelqu'un m'envoie un mail, lié à de l'administratif ou lié à un chiffre, même si c'est pour me donner de l'argent, j'ai envie de vous dire, je vais avoir un mur, mais qui va s'ériger devant moi et c'est genre, en fait, m'en parlez pas, je ne sais pas de quoi on parle, je ne veux pas qu'on m'en parle, cela me panique et c'est complètement infondé. C'est-à-dire que on sache ou qu'on ne sache pas faire, c'est un fait. Hem, qu'on se dise incapable, nul, ça, c'est une perception et c'est lié à la peur. Souvent, on dit que les enfants, ils ont peur de rien et en fait, ils foncent dans le tas et ils savaient pas qu'ils savaient pas faire, ils se blessent, c'est pas grave, ou ils se blessent pas avec un peu de chance, ils y arrivent et ça passe tout seul. Et en fait, quand on devient adulte, on a un peu ce côté, de commencer en fait à suranalyser tout simplement parce qu'on a eu énormément d'expériences dans notre vie, donc on met un petit peu toutes ces expériences les unes sur les autres, on les fait corréler à celles qu'on est en train de vivre, on se dit: «OK, il peut se passer ci, il peut se passer ça, il peut se passer machin, ça m'angoisse, ça m'angoisse» et donc l'anxiété, elle va naître justement de cette erreur qu'on va faire de se projeter dans un futur qui finalement n'existe pas. Je vais avoir un accident de voiture, je vais rester bloquée, le magasin va être fermé et cetera. En fait, on n'en sait rien puisque dans les faits, à l'instant présent, le magasin m'a dit qu'il était ouvert, on m'a donné un code, on m'a expliqué comment prendre la voiture, tu rouleras doucement, il y a peu de gens sur la route, tout va bien se passer. On va souvent avoir tendance à se, faire un petit peu le dialogue, pas négatif, mais en tout cas la version la pire qui pourrait se produire, le pire scénario, alors qu'on pourrait complètement se faire confiance et juste aller avec le flow. Et je reviens justement à ce syndrome de l'imposteur, qui est vraiment ces mots: «Je ne suis pas capable». Souvent, on se laisse en fait, dominer par ce syndrome de l'imposteur quand on a du mal à s'attribuer une réussite. Et enfin moi ça m'arrive encore, même ça m'arrive à un point où en fait, j'ai fait quelque chose de génial. Sur le coup, je me suis dit: «C'était trop génial» et en fait, au moment où je le montre aux gens, et ben, je vais d'un coup me dire: «En fait, mais c'est nul, en fait». J'étais complètement dans ma tête, ça va pas du tout le faire, tout le monde va trouver ça nul, tout le monde est en train de trouver ça nul. Heu, J'arrive pas à me dire, en fait, que j'ai réussi à faire quelque chose et puis je préfère dire, en fait, même d'ailleurs que c'est pas moi qui ai fait. Vous voyez un peu ce petit discours de dire: «Non, non, mais de toute façon, j'ai pas fait grand chose, dans ce projet-là. Un tel a fait ci, un tel m'a aidé à faire ça. Moi, dans l'absolu, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Tout, mais voilà». Ça, c'est un peu cette incapacité à s'attribuer la réussite de ce qu'on vient juste de créer et de réaliser. Et aussi, ce que je vous expliquais là juste avant, c'est cette impression de surestimer et de se surestimer et voire même d'être surestimé. Moi, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup parce que je suis tellement dans ce que je fais et je suis tellement avec moi-même que c'est extrêmement dur de recevoir un compliment au sens où je me dis: «Mais en fait, nos grilles de lecture à cette personne et à moi, elles sont complètement différentes». Donc j'estime que le compliment qu'elle me fait n'est pas légitime, n'est pas valable parce que moi, je sais ça, 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 ça et j'estime que, je peux pas m'attribuer en fait toute cette valeur. Ça me colle pas à moi. Et moi, c'est un petit peu ces 2 choses-là, qui je pense ont tendance à nous empêcher à réaliser des choses. Et quand je mets en parallèle du coup cet exemple que je vous citais là tout à l'heure, qui s'est passé aujourd'hui et ça, je me suis rendu compte en fait que, j'avais juste mais tellement pas confiance en moi et peu importe en fait où on en est de son voyage, peu importe, les accomplissements qu'on a pu réaliser, les expériences qu'on a eues et ben, la confiance en soi, c'est tellement quelque chose d'intérieur, c'est tellement, quelque chose qui a un rapport avec la relation qu'on a avec soi-même et a fortiori, forcément la relation aussi qu'on a avec les autres, qu'on a pu avoir avec les autres et souvent, quand on est auto-entrepreneur, quand on est autodidacte, on a un peu cette tendance à souffrir de ce sentiment d'infériorité parce qu'on ne se sent pas légitime et c'est pour ça que je pense que c'est un mot qui est assez,
assez fréquent en fait aujourd'hui dans notre société parce que on est dans une ère d'autodidacte, on est dans une ère d'entrepreneur, on est dans une ère où on a envie de sortir et on sort des sentiers battus, on sort d'une structure pro très classique, très basique, pour aller en fait se réinventer par soi-même. Les réseaux sociaux, bon bah ça a ses failles, ça a ses défauts aussi, mais ça a aussi ses bons points. C'est cette capacité à nous inspirer, cette capacité à se dire bah voilà cette personne elle l'a fait, moi c'est ce que j'ai envie de faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire. Euh, et en fait on est vraiment dans cette ère-là de se reconstruire ou en tout cas de se construire une voie qui est nouvelle. Et du coup, comme on n'a pas, vous savez, ce truc de j'ai pas de certificat dans ça, j'ai pas de reconnaissance dans ça, j'ai pas machin, j'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui me fait me dire que je suis quelqu'un de légitime? Qu'est-ce qui me fait me dire que ce que j'apporte a de la valeur et comment aussi je trouve finalement cet entre-deux entre bah, je suis fière de moi, j'assume ma valeur, je défends ma valeur et en même temps, bah, je conserve une forme d'humilité. Et c'est très complexe d'un point de vue psychologique, aussi sociologique, de naviguer avec ce syndrome de l'imposteur sans tomber dans un extrême, dans un sens comme dans l'autre. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, et c'est complètement ce que je vous citais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai fait avec ce discours que je me suis fait à moi-même, c'est de transformer en fait vos pensées négatives, vos paroles négatives, mais c'est surtout les pensées. Je trouve que les pensées sont tellement fortes parce qu'elles interviennent avant l'expression vraiment verbale de ce qu'on va faire de ces pensées. C'est transformer en fait cette pensée négative en quelque chose de positif. Et c'est un travail qui est un petit peu long, on va dire, au sens où il va falloir déjà quelques années de pratique pour qu'ensuite l'esprit automatiquement il décide de mettre complètement de côté les pensées négatives pour d'ailleurs ne plus du tout en créer et arriver comme ça directement avec une pensée positive. Moi, ça fait longtemps que je travaille déjà sur ce fait de modifier en fait mes schémas de pensée et aujourd'hui, je reprends le dessus sur mes pensées me dominent plus et je suis capable de les transformer. Pour autant, la première pensée qui va naître, elle va émaner de la peur et ça va être une pensée qui va être négative. Il n'empêche que c'est un travail qui est hyper important de faire, notamment si vous avez des rêves, si vous avez des projets que vous ne cessez de repousser et que vous avez la sensation en fait de vous trouver des excuses, de vous dire que bah finalement moi parfois ça m'arrive de me dire non mais en fait t'as pas besoin de faire ci, non mais en fait t'as pas besoin de partir en voyage, t'as pas besoin, non mais en fait t'as pas besoin de te reposer, c'est bon t'es en forme, enfin vous voyez tous ces trucs là en fait qu'on a tendance à se s'auto convaincre d'être et de faire alors que en fait, la veille, on se disait complètement autre chose et hem et c'est vraiment arriver à changer ces schémas de pensée-là pour cultiver quelque chose de différent et de nouveau et ainsi, en fait, à vraiment instaurer une forme de nouvelle normalité en soi. Plus se dire que, prendre un jour de repos, c'est waouh, c'est trop, en fait. On peut pas 2 jours de repos, c'est trop. Une semaine en vacances, non, on peut pas. D'habitude, on prend 2 jours de vacances. Non, en fait, c'est réinstaurer un nouveau standard, une nouvelle normalité pour que dans cette nouvelle normalité, en fait, on se sente à l'aise. C'est comme ça que ça fonctionne finalement avec les rituels et les routines. Une nouvelle routine qu'on va vouloir mettre en place, ça va nous paraître, waouh, ça va nous paraître être une montagne, ça va nous paraître hyper compliqué. Et une fois que cette routine fonctionne complètement avec le yoga, une fois que cette routine, elle est instaurée et que tous les jours, pendant tant de jours, on l'a fait, bon, en fait, c'est plus du tout une montagne. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de son calendrier, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de soi. Et maintenant, on sait que sans ça, on n'est pas la meilleure version de soi chaque jour pour soi et pour les autres. Donc on le fait tout simplement et c'est devenu complètement classique. Dans cette mouvance un petit peu de cultiver le positif, il y a aussi de plutôt en fait de d'anticiper le négatif comme je vous disais, plutôt que de penser immédiatement que ce sera le pire scénario qui va se produire. Pourquoi tout simplement pas cultiver le fait que ce sera finalement le scénario le plus positif qui va se passer? Je vais prendre ma voiture, tout se trouve à très bien se passer, l'application va fonctionner, je vais mettre en marche mon GPS, il y aura personne sur la route, il va faire un grand soleil, je vais arriver au magasin, il y aura personne, c'est génial. J'aurai plus qu'à rentrer mon code, à récupérer ma commande et à repartir, à rentrer chez moi, me faire un petit latte et reprendre mes activités. Pourquoi? Pourquoi ne pas penser ça directement? Et c'est
se répéter ce schéma-là dans sa tête et moi, c'est exactement ce que j'ai fait et résultat, c'est exactement ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, malgré des petites embûches, exemple ne pas trouver l'entrée du parking, exemple ne pas trouver les casiers, galérer pendant 30 minutes, ça arrive. Pour autant, c'est pas grave. Et même je me suis dit: «Mais en fait, même si tu les trouves pas ces casiers, même si tu trouves pas la route, peu importe, bah, en fait, tu peux toujours faire demi-tour et puis tu rentres et puis c'est pas grave, en fait». C'est vrai que moi, j'ai aussi un peu ce truc de et je pense qu'on l'a un peu tous, de vivre un peu ces choses-là comme des échecs. Dire: «Attends, je suis arrivée jusque-là, je peux pas revenir en arrière. Là, j'arrive au bout du truc, donc je veux aller jusqu'au bout et je veux montrer que je suis capable». Et moi, c'est un peu ça, je voulais montrer que j'étais capable, je voulais, c'est pas vraiment ce truc de être en compète et vouloir montrer absolument qu'on sait tout faire. Non, c'est plus se dire: «Attends, mais ça, tu t'en es carrément capable, donc montre-toi, prouve-le toi, t'en es capable, comme ça la prochaine fois, t'arrêteras de te questionner, t'arrêteras de te remettre en question, t'arrêteras de remettre en question tes capacités et cetera et cetera». Rire de soi aussi, c'est juste, mais c'est magique en fait, on n'est pas obligé de savoir tout faire. On n'est pas du tout obligé de savoir tout faire. On n'est pas obligé de se sentir à l'aise avec le fait de faire tout seul. Et bah voilà, si vous avez un partenaire, si vous avez des amis proches avec qui vous pouvez un peu, vous savez, faire un peu retomber la pression en rigolant un peu de la situation, en rigolant un petit peu de soi, ça fait du bien et en fait, on se rend compte que, bah, finalement, ce qu'on a cultivé, en fait, était une montagne bien plus grande que ce qui s'est réellement passé. C'est vraiment cette idée de dédramatiser. Donc je transforme mes pensées négatives en pensées positives. Je m'assure de penser réussite plutôt que de penser échec et surtout je dédramatise, en fait. Après oui, il y aura des circonstances, il y aura des situations, qui vont être peut-être plus effrayantes que d'autres, mais à quelle échelle? Ça, j'ai envie de le dire. À quelle échelle c'est plus, effrayant ou moins? Parce que ça va être vraiment propre à nous-mêmes, à nos expériences, aux choses qui nous effraient le plus. Tout ça après ça veut pas dire moi je sais, j'ai un exemple, clé qui est les maths. Mon père me disait tout le temps: «Marine, c'est parce que tu cultives ta peur des maths et tu cultives l'idée que tu es mauvaise en maths, que tu es nulle». Et je lui dis: «Ben, franchement, j'ai beau essayer de cultiver l'inverse, ça n'a jamais fonctionné». Donc là, c'est une vérité. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que, bah, je prends le truc à la rigolade. Je sais que de toute façon, c'est pas le truc dans lequel je suis la meilleure et j'ai compris qu'en fait, on pouvait pas être la meilleure dans tout et même on n'a pas besoin d'être bon dans tout. C'est complètement OK. Moi, j'ai mes qualités, j'ai les choses dans lesquelles je suis bonne et les autres sont bons dans ce qu'ils sont. Bon, très bien et peut-être que moi, je sais bien faire, eux, ils savent pas bien le faire et finalement, c'est un truc qu'on apprend moi, je l'ai appris en école de commerce, je l'ai appris aussi en entreprise quand je travaillais dans des grandes entreprises. En fait, il y a des postes pour tout le monde dans une entreprise et il y a des postes différents et si un poste nous est attribué, c'est pas que à cause de la quantité de travail, c'est aussi parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas eu tous la même éducation, on n'a pas reçu les mêmes enseignements, donc en fait, on n'est pas conçu, on n'est pas fait pour savoir tout faire. Et finalement, ce travail, de confiance en soi, hem, hem, faire taire un peu ce syndrome de l'imposteur, ça passe par, bah, un vrai voyage, vers l'amour de soi et vers l'acceptation de qui l'on est, pour qui l'on est. Et j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ce terme d'accepter parce que je le vis un peu comme j'accepte fatalement comme je suis, vous voyez? La connotation qui en ressort. C'est plus, en fait, d'embrasser qui l'on est. Et embrasser qui l'on est, justement, c'est se tourner vers les aspects positifs, valorisants, valorisables de qui l'on est, plutôt que de rester coincé dans les choses où on sait qu'on n'est pas bon ou qu'on a tendance à être moins bon, par exemple. Quelqu'un qui va en permanence se mettre dans des situations où on va lui demander d'avoir recours à des qualités slash compétences qu'il n'a pas, ou alors qu'il n'a pas soit naturellement, soit parce qu'on ne lui a pas appris, il va cultiver clairement un manque de confiance en lui, il va se dévaloriser en permanence, il va se sous-estimer, il va forcément avoir la sensation qu'il est nul parce qu'il se met dans des situations où clairement c'est pas là en fait où il est le plus capable. À l'inverse, quelqu'un qui va tout le temps
remplir des missions, suivre des projets dans lesquels il va, donner le meilleur de ses qualités, de ses compétences et qui va, faire grandir ces projets-là. Bon, ça peut être des projets pro comme des projets perso, mais là, il va se sentir valorisé, il va avoir tendance à avoir confiance en lui, à savoir que, dans ça, il est bon, qu'on peut lui faire confiance, qu'il est légitime, et cetera, et cetera, et cetera. Encore une fois, c'est vraiment comprendre pas on n'est pas né, conçu pour savoir tout faire et on n'est pas conçu pour être bon dans tout. Et pallier à ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment s'ancrer cette pensée-là dans la tête. Et moi maintenant, alors j'ai 33 ans, je ne saurais pas dire si c'est un âge mature, si c'est un âge, si j'ai vieilli, je ne sais pas, mais aujourd'hui en fait, quand on me dit: «Ah mais ça tu sais faire?» je dis: «Non, ça je sais pas faire, mais ça je sais faire», par exemple. Et ça aussi je sais faire. Et ça je suis très bonne dans ça et ça je suis très bonne aussi dans ça. Et là encore, comme je disais, il y a pas de sous-métier, il y a pas de sur-métier. Il y a des métiers dans lesquels on applique telle compétence, où on a besoin de telle qualité et il y a des métiers où on a besoin de telle qualité et de telle compétence. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre et on vit vraiment après encore une fois, je parle de mon point de vue, de mon expérience et de ma manière moi de vivre les choses et de faire les choses, mais on vit aussi dans une société qui est, enclin à la comparaison et à vouloir toujours dire: «OK, qui est meilleur? Qui est moins bon? Qui va gagner? Qui va perdre? Qui est plus beau? Qui est moins beau? Qui est plus drôle? Moins drôle?» et cetera et cetera et je pense qu'on peut rentrer dans une ère, et doucement on y rentre, hein, avec, je pense de plus en plus de développement personnel qui s'installe, mais dans une ère où finalement on apprend que, soi-même avec humilité, on n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre et que finalement on est tous là pour s'entraider et pour s'apporter des choses différentes et des choses qui vont être complémentaires et on dit toujours que, c'est l'énergie de groupe et c'est le fait de s'associer avec d'autres qui nous rendent plus forts et c'est vrai. Alors bien sûr, on peut tout faire soi, c'est certain. Bon ça va être un autre débat, on va dire, de choisir de travailler en équipe ou de travailler seul, de vivre sa vie seule ou de vivre sa vie entourée. Là, il y a tellement d'autres critères qui vont rentrer en jeu. Moi, je sais que par exemple, enfin, je serais peut-être pas forcément le meilleur exemple au sens où je fais vraiment tout moi-même et ça a toujours été très difficile pour moi de déléguer et ça veut pas pour autant dire que je me sens bonne dans tout. C'est plus que j'ai tellement été déçue, que ce soit humainement, mais aussi d'un point de vue un peu plus pragmatique et concret, euh, de ce qui a pu se faire justement en travaillant avec d'autres personnes et en ayant la sensation finalement de dépendre un petit peu du bon vouloir des autres, que maintenant en fait je préfère être plus petite mais faire les choses à mon échelle et m'entourer quand j'ai besoin de m'entourer, mais avec les justes personnes. Un très bel exemple, c'est quand j'ai lancé la collection Joy avec les sweats, les t-shirts, etc. Et j'ai demandé à des filles de la communauté s'il y en avait qui étaient intéressées pour poser pour les photos parce que non seulement j'avais envie que ce soit une marque qui soit collaborative, qui soit communautaire, donc le fait que des filles de cette communauté soient représentées au travers de cette marque, pour moi c'était important en termes d'identité, en termes de message. Mais au-delà de ça, j'avais quand même besoin de personnes pour porter ces produits-là, pour pouvoir faire des photos. J'aurais pu faire tout moi-même, mais ça aurait été tellement moins fun, ça aurait été tellement moins représentatif de ma marque, ça aurait été finalement une marque qui aurait été tournée vers moi, alors que c'est tout l'inverse du message de Joy. Et là, je me suis entourée et quand j'ai demandé, j'avais des personnes qui étaient là pour me soutenir et j'ai trouvé ça hyper beau. Je trouvais ça hyper beau de pouvoir se dire qu'encore aujourd'hui, on a cette capacité finalement de se joindre et juste de co-créer pour le plaisir de co-créer. Je vous laisse sur ces paroles quant à l'histoire, en tout cas, de ce que moi je vis avec la peur. J'avais envie de terminer en disant que la peur, en fait, c'est un sentiment qui est complètement normal et humain. Hem, je parlais des réseaux sociaux un petit peu avant, en parlant de développement personnel et je pense que c'est aussi important de savoir prendre tout ça avec des pincettes parce qu'on a souvent la sensation que, en fait, ce qu'on voit est un peu trop parfait et parce qu'on voit, en fait et ce qu'on choisit de nous montrer, on va dire, est fait pour, voilà, avoir la sensation que tout est parfait et qu'on peut devenir finalement cette personne parfaite, mais finalement lisse et quand je dis le mot lisse, je pense que
vous qui m'écoutez comme moi n'avez pas envie d'être lisse, on n'a pas envie d'être lisse, on a envie d'avoir du caractère, des petites bosses, on a envie d'être aigu, on a envie d'avoir une personnalité qui nous est propre parce que si on est tous lissés et qu'on se ressemble tous, en fait, où est la singularité et où se trouve la diversité? Donc, moi, quand je parle de devenir la meilleure version de soi, c'est avant tout pour soi et ça veut dire être la version de soi qui se sent bien. Peu importe comment on va labelliser ça, peu importe par quoi ça va être défini, mais c'est juste en fait faire les choses qui vont te faire te sentir bien pour toi, que tu sois de bonne humeur, que tu te sentes bien, que tu te sens heureux, heureuse. Moi, je sais que si je fais pas mon activité physique le matin, je suis clairement pas la meilleure version de moi le reste de la journée parce que j'en ai besoin, parce que c'est quelque chose qui me fait me sentir vivante, c'est quelque chose qui me fait me sentir entière, qui me fait me sentir moi, et qui me fait, ouais, qui me fait juste, c'est quelque chose dont j'ai besoin, en fait. Et vraiment, cette idée de se dire que, bah, en fait, on est tous des êtres individuels et singuliers à part entière, et que on est là pour se compléter sans pour autant s'écraser, sans pour autant se dire que bah si un tel sait faire ça et pas moi, ça veut dire que je suis nulle et vice versa. Savoir aussi cultiver l'humilité, de se dire bah c'est pas parce que moi je sais faire ça que un tel qui ne sait pas faire ne sait rien faire d'autre. On est vraiment là à cultiver cette idée qu'on est tous sur un même niveau. Peu importe comment on l'appelle, intelligence, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, on mérite tous à même hauteur et on est tous des êtres humains égaux, clairement. Et quand on peut aider les autres, on le fait, tout simplement. J'aimerais beaucoup vous lire en dessous de cet épisode. Vous pouvez écrire sur YouTube, notamment si vous voulez échanger avec moi concernant ce sujet ou sur d'autres épisodes de podcast. Peut-être nous partager un projet ou une victoire, peut-être que vous avez vécu récemment ou pas récemment d'ailleurs, et vous avez été fier en fait de surmonter cette peur et que vous êtes prouvé justement à vous-même que vous étiez capable de le faire. Et quand vous y repensez, vous dites waouh, moi j'ai fait ça, franchement, je pensais pas que je serais capable de le faire et finalement bah je l'ai fait et c'était bien plus gros dans ma tête que ça ne l'était dans la réalité. Je pense que ça peut être trop intéressant si on partage tout ça avec notre propre perspective en commentaire parce que en se lisant mutuellement, on se rendra compte que bah nos peurs elles sont fondées au sens où il y a d'autres gens qui ressentent exactement les mêmes peurs ou infondées justement parce que bah finalement tout le monde a réussi à le faire et on est tous là finalement pour se soutenir et s'encourager. N'hésite pas aussi à me partager un petit peu ta vision de la peur. Si t'es quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur à plus grande ou à petite échelle en fonction de la manière justement dont toi ça peut t'handicaper dans ton quotidien et dans la réalisation de tes projets perso comme pro. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.